J'ai emmené mon bébé de 4 mois chez mes parents pour l'après-midi. Ma mère m'a dit chaleureusement, va faire les courses et prends ton temps. Je la surveillerai. Ne te presse pas de rentrer. Nous sommes partis sans douter d'elle, car elle avait toujours été douée avec les bébés. Mon père avait même insisté, détendez-vous. On vous a bien élevé, n'est-ce pas? Allez vous amuser. Ma sœur était là aussi, et elle a dit, oui, je vais aider, maman. Tout ira bien. Alors, nous sommes allés faire les courses, soulagés d'avoir une pause. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, hurlant de manière hystérique, Hazel, ta fille est morte. J'ai tout laissé tomber et je suis rentré en toute hâte. Quand j'ai fait irruption par la porte, j'ai trouvé mon bébé gisant, immobile, sur le sol. Ma mère se tenait au-dessus d'elle, disant calmement, elle n'arrêtait pas de pleurer, alors C'est à ce moment-là que j'ai vu l'oreiller sur le canapé. J'ai immédiatement appelé le 911. Les secouristes sont arrivés et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Quand les médecins l'ont examiné, ils ont découvert des preuves, et ce que j'ai fait ensuite les a tous laissés saisis d'horreur. Les lumières fluorescentes de la salle d'urgence me brûlaient les yeux, tandis que je regardais l'équipe médicale s'occuper de ma fille. Mon mari, Tyler, se tenait à mes côtés, sa main écrasant la mienne, pendant que nous attendions le moindre signe de vie de notre petite fille de 4 mois, Emma. Le chirurgien en traumatologie pédiatrique travaillait depuis ce qui semblait être des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Chaque seconde s'étirait en une éternité. On a un pouls. A finalement crié quelqu'un, et mes genoux ont fléchi. Tyler m'a rattrapé avant que je ne touche le sol. Notre bébé était en vie, mais de justesse. Les médecins ont agi rapidement, leur visage sombre, alors qu'ils la transféraient à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Le docteur Rachel Morrison nous a approchés dans la salle d'attente 1 heure plus tard. Son expression m'a tout dit, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Votre fille est stable pour le moment, mais nous devons parler de ce que nous avons découvert lors de notre examen. Elle a fait un geste vers une salle de consultation privée, et mon estomac s'est noué. À l'intérieur de la petite pièce, le docteur Morrison a affiché des images sur sa tablette. Emma présente des pétéchies autour du nez et de la bouche, qui sont de petites hémorragies se produisant lorsqu'une pression est appliquée pour restreindre la respiration. Il y a aussi des signes d'asphyxie positionnelle. Quelqu'un a délibérément entravé sa capacité à respirer. Elle a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Nous sommes légalement tenus de signaler cela à la police. C'est une tentative de meurtre. La pièce tournait autour de moi. Le visage de Tyler était devenu blanc comme un linge. Ma mère avait essayé de tuer mon bébé. La femme qui m'avait élevé, qui m'avait chanté des berceuses, préparé des biscuits et embrassé mes genoux écorchés, avait pressé un oreiller sur le visage de ma petite fille parce qu'elle pleurait trop. 2 inspecteurs sont arrivés dans l'heure. L'inspectrice Laura était une femme d'environ 45 ans, avec des yeux bienveillants qui avait vu trop de tragédies. Son partenaire, l'inspecteur Michael Brooks, portait un carnet et arborait l'expression épuisée de quelqu'un qui travaillait sur trop d'affaires impliquant des enfants. Je leur ai tout raconté. Comment Tyler et moi avions déposé Emma chez mes parents, dans leur quartier résidentiel en banlieue de Portland. À quel point ma mère, Diane, avait semblé enthousiaste à l'idée de la garder. Comment ma sœur, Nathalie, était là aussi, promettant d'aider. Comment nous n'avions eu le temps de nous éloigner que de 10 minutes, jusqu'à l'épicerie, avant l'appel frénétique de ma mère. Quand je suis arrivé, ma voix s'est brisée en revivant le moment, Emma était sur le sol du salon. Elle ne bougeait pas. Ses lèvres avaient une teinte bleutée, et ma mère se tenait là, disant simplement qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. L'oreiller était juste là sur le canapé, encore marqué là où elle l'avait tenu. L'inspectrice s'est penchée en avant. Où était votre sœur pendant ce temps? Nathalie a dit qu'elle était allée aux toilettes. Elle est arrivée en courant quand elle a entendu maman crier, ai-je dit, en essuyant mes yeux avec un mouchoir que Tyler m'a tendu. Mais je ne sais plus si c'est vrai. Je ne sais plus quoi croire. Les inspecteurs se sont rendus immédiatement chez mes parents. Ils ont arrêté ma mère ce soir-là. Mon père, Ronald, m'a appelé, sa voix tremblant de rage et de déni. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère? Elle ne ferait jamais de mal à Emma. Tu es en train de déchirer cette famille. Elle a failli tuer ma fille, ai-je dit d'un ton sec. Les médecins ont des preuves. Les erreurs médicales arrivent tout le temps.
Peut-être qu'Emma a arrêté de respirer toute seule et que ta mère a paniqué. Son désespoir était palpable à travers le téléphone. Tu vas regretter ça quand tu réaliseras ce que tu as fait. Je lui ai raccroché au nez. Ce fut la dernière conversation que nous avons eue pendant des mois. Emma est restée à l'USIP pendant une semaine. Les médecins surveillaient constamment son activité cérébrale, à l'affût de signes de dommages dus à la privation d'oxygène. Tyler et moi nous relayions à son chevet, aucun de nous ne voulant la laisser seule, ne serait-ce qu'une minute. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. J'avais laissé mon bébé avec quelqu'un qui avait tenté de l'assassiner. Arrête de te blâmer, a dit Tyler la 4e nuit, ses propres yeux rouges de larmes et de manque de sommeil. Nous n'avions aucune raison de penser qu'elle était en danger. Ta mère semblait normale. Mais l'était-elle vraiment? J'ai commencé à repasser en revue chaque interaction des derniers mois. Ma mère agissait étrangement depuis la naissance d'Emma. Elle avait fait des commentaires sur le fait que les bébés pleuraient beaucoup, à son époque, et que les parents d'aujourd'hui étaient trop mous. Elle avait laissé entendre que nous gâtions Emma en répondant à chacun de ses pleurs. J'avais mis cela sur le compte des différences générationnelles, sans jamais imaginer que cela masquait quelque chose de plus sombre. L'enquête policière a progressé. L'inspectrice me tenait au courant à mesure qu'ils constituaient leur dossier. Ils avaient trouvé des preuves au domicile de mes parents qui m'ont troublé jusqu'au plus profond de mon être. Ma mère avait fait des recherches en ligne sur le syndrome de la mort subite du nourrisson dans les semaines précédant l'incident. Son historique de recherche montrait des requêtes comme « Combien de temps un bébé peut-il rester sans oxygène ?» et « Symptômes du SMSN chez les nourrissons de 4 mois ». Elle planifiait cela, m'a dit l'inspectrice et lors d'une mise à jour. Ces recherches montrent une préméditation. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Nathalie m'a appelé en pleurant quelques jours après l'arrestation. Je suis tellement désolé. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Maman avait agi bizarrement toute la matinée, parlant du fait que les bébés pleuraient trop et que c'était épuisant. Je pensais qu'elle se plaignait juste. Es-tu vraiment allé aux toilettes, ai-je demandé, ma voix froide. Il y a eu une pause. Oui, mais je suis parti plus longtemps que je ne l'avais dit. J'étais sur mon téléphone, en train d'envoyer des textos à mon copain. Peut-être 5 ou 6 minutes. Quand je suis revenu, maman était juste là, debout, avec Emma sur le sol, et elle hurlait qu'Emma était morte. La voix de Nathalie s'est brisée. Si j'avais été attentive au lieu d'être sur mon téléphone, j'aurais peut-être pu l'arrêter. Peut-être qu'elle aurait pu. La culpabilité dans sa voix faisait écho à la mienne. Nous étions toutes complices, de différentes manières. Nous toutes qui avions confié une vie innocente à ma mère. Emma est finalement sortie de l'hôpital avec un bon pronostic. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une chance incroyable. Quelques secondes de plus sans oxygène et les dommages cérébraux auraient été permanents ou fatals. Nous l'avons ramenée à notre appartement en centre-ville, et j'ai quitté mon emploi de coordinatrice marketing pour rester avec elle à plein temps. Je ne pouvais supporter l'idée de la laisser avec qui que ce soit, pas même les parents de Tyler ou une garderie professionnelle. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines après l'incident. Ma mère a été inculpée de tentative de meurtre et de mise en danger d'enfant. Elle est apparue au tribunal vêtue d'une combinaison orange, les cheveux gris et en désordre, paraissant 20 ans de plus que ses 58 ans. Lorsque nos regards se sont croisés à travers la salle d'audience, elle a articulé « Je suis désolée », les larmes coulant sur son visage. J'ai détourné le regard. Le mot « désolé » ne ramenait pas la confiance qui avait été brisée. Désolé n'effaçait pas l'image de mon bébé gisant, immobile, sur ce sol. Désolé n'avait aucun sens face à ce qu'elle avait fait. Mon père a hypothéqué leur maison pour payer son avocat, un homme habile nommé Gordon Webb, spécialisé dans la défense de l'indéfendable. La stratégie de Webb est devenue claire lors de l'audience, dépeindre ma mère comme une femme souffrant d'une maladie mentale non diagnostiquée, qui avait connu une crise psychotique. Il plaidait l'aliénation mentale. Madame Diane Crawford n'a aucun antécédent de violence, a plaidé Webb devant le juge. Elle a élevé 2 filles sans incident. Elle a été une grand-mère dévouée pour ses autres petits-enfants. C'était une crise de santé mentale tragique, pas un acte de violence prémédité. L'accusation, menée par la procureure adjointe Jennifer Park, a contré avec les preuves de l'historique de recherche. L'accusée a cherché comment faire passer cela pour un SMSN. Elle distinguait le bien du mal. Elle a planifié cet acte et l'a exécuté lorsque sa petite fille est devenue un inconvénient.
Le juge a ordonné une évaluation psychiatrique et a fixé la caution à 5,000 $. Mon père a réussi à verser les 50,000 $ de caution en contractant une deuxième hypothèque et en empruntant à des proches. Ma mère a été libérée en attendant son procès, assignée à résidence avec un bracelet électronique. Cela m'a mise dans une rage folle. J'ai appelé la procureure Park immédiatement. Comment peut-elle être dehors? Elle a tenté d'assassiner ma fille. Je comprends votre frustration, mais le juge a un pouvoir discrétionnaire sur la caution, a expliqué Park patiemment. Le bracelet électronique signifie qu'elle ne peut pas quitter sa maison. Elle n'est pas un risque de fuite avec un moniteur, et son âge ainsi que son absence de casier judiciaire ont joué en sa faveur. Et si elle essaie de faire du mal à quelqu'un d'autre? Il lui est interdit d'entrer en contact avec des mineurs comme condition de sa libération. Si elle enfreint cette règle, elle retourne directement en prison. La voix de Park s'est adoucie. Je sais que c'est difficile, mais nous constituons un dossier solide. Les preuves médicales à elles seules sont accablantes. Les mois qui ont précédé le procès ont été un enfer particulier. Mon père a complètement cessé de me parler, choisissant de soutenir sa femme malgré les preuves accablantes de sa culpabilité. Les membres de la famille élargie ont pris parti. La sœur de ma mère, tante Karen, m'a traité de menteuse vengeresse qui détruisait la famille pour attirer l'attention. Le frère de mon père, oncle Pete, a dit que je traumatisais Emma en lui faisant subir des examens médicaux et des interrogatoires de police. Elle a 4 mois. Ai-je crié à oncle Pete lors d'un appel téléphonique particulièrement désagréable. Elle n'est pas interrogée, et la seule personne qui l'a traumatisée, c'est votre belle-sœur qui a essayé de l'étouffer. Seule Nathalie est restée à mes côtés, bien que notre relation soit tendue. Elle était rongée par la culpabilité de ne pas avoir été dans la pièce quand c'est arrivé, et j'avais du mal à ne pas la blâmer, même si je savais que ce n'était pas sa faute. Elle a témoigné lors de l'audience préliminaire sur le comportement étrange de ma mère ce jour-là et les commentaires inquiétants sur les bébés qui pleurent. Les parents de Tyler, Brenda et Jim, sont devenus notre système de soutien. Ils venaient de Seattle chaque week-end pour aider avec Emma et nous donner des pauses. Brenda, une infirmière à la retraite, m'a appris la RCR pour nourrissons et comment reconnaître les signes de détresse respiratoire. Tu vas être hyper vigilante pendant un certain temps, a-t-elle dit gentiment. C'est normal après ce que tu as vécu. Mais Emma est forte et elle va s'en sortir. Je voulais la croire, mais chaque fois qu'Emma pleurait, je sentais la panique monter dans ma gorge. Et s'il y avait des dommages durables que nous n'avions pas détectés? Et si ma mère lui avait fait autre chose que nous ignorions? Le pédiatre m'a assuré à plusieurs reprises qu'Emma se développait normalement, atteignant toutes ces étapes, ne montrant aucun signe de problème neurologique. Pourtant, la peur demeurait. L'évaluation psychiatrique de ma mère est revenue avec un diagnostic auquel je ne m'attendais pas, trouble de la personnalité narcissique avec des tendances au contrôle, mais aucune preuve de psychose ou de capacité diminuée. Le docteur Stephen Walsh, le psychiatre mandaté par le tribunal, a conclu que ma mère savait exactement ce qu'elle faisait et comprenait les conséquences de ses actes. L'accusé présente une tendance à croire que son jugement est supérieur à celui des autres, a écrit le docteur Walsh dans son rapport. Elle a exprimé sa frustration lors de nos séances, car sa fille et son gendre n'appréciaient pas son expertise en matière de garde d'enfants. Elle s'est sentie méprisée lorsqu'ils ont décliné ses conseils parentaux. L'incident semble avoir été déclenché par les pleurs du nourrisson, qu'elle a perçu comme une preuve de mauvaise parentalité plutôt que comme un comportement normal de bébé. Cette évaluation a rendu son crime encore plus glaçant. Elle a essayé de tuer Emma, non pas dans un moment de délire psychotique, mais parce qu'elle était frustrée et se sentait méprisée. La vie de ma fille valait moins pour elle que son propre ego. Le procès a commencé au début de l'automne. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes couvrant ce qui était devenu une affaire à sensation, une grand-mère accusée d'avoir tenté d'assassiner sa propre petite-fille. Je portais des lunettes de soleil et gardais la tête baissée pendant que Tyler et moi nous frayions un chemin à travers la foule, Emma étant en sécurité à la maison avec Brenda et Jim. La sélection du jury a duré 3 jours. La procureure Park était méticuleuse, écartant toute personne qui semblait trop sympathique envers les grands-parents ou dédaigneuse des preuves médicales. Webb a tenté de composer un jury de parents et de grands-parents qui pourraient s'identifier au « moment de crise » de ma mère. Au final, nous avons eu un jury de 8 femmes et 4 hommes, âgés de 26 à 64 ans. La plaidoirie de l'accusation était méthodique et dévastatrice. La procureure Park a d'abord présenté les preuves médicales. Le docteur Morrison a témoigné sur les blessures d'Emma,
les pétéchies, les signes d'asphyxie. Elle a montré des photos qui ont fait grimacer visiblement plusieurs jurés, le petit visage d'Emma marqué par les preuves de la violence. À mon avis professionnel, a déclaré clairement le docteur Morrison, ces blessures ont été causées par quelqu'un qui a délibérément restreint la respiration du nourrisson. Le schéma des hémorragies est compatible avec une pression appliquée sur le nez et la bouche pendant environ 45 à 60 secondes. Webb a tenté d'ébranler son témoignage lors du contre-interrogatoire, suggérant que les blessures auraient pu se produire accidentellement si ma mère essayait de calmer Emma et la tenait trop fort. Le docteur Morrison a immédiatement rejeté cette hypothèse. La position des blessures n'est pas compatible avec une étreinte accidentelle. Ces marques correspondent à un objet mou, comme un oreiller, pressé contre le visage du nourrisson alors qu'elle était allongée. Les preuves médico-légales ont suivi. L'oreiller du canapé de mes parents contenait des traces de salive et de mucus d'Emma, ainsi que des fibres qui correspondaient aux motifs sur son visage. L'expert en informatique légale a témoigné sur l'historique de recherche de ma mère, montrant au jury une chronologie de ses requêtes Internet de plus en plus troublantes. Le 14 août, 3 semaines avant l'incident, l'accusé a cherché comment empêcher un bébé de pleurer la nuit, a témoigné l'expert, lisant son rapport. Le 20 août, elle a cherché, peut-on donner du Benadryl à un nourrisson pour dormir? Le 1er septembre, 4 jours seulement avant l'incident, elle a cherché, combien de temps un bébé peut-il survivre sans oxygène, et à quoi ressemble le SMSN? La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruit d'un juré pleurant doucement. Mon père était assis derrière la table de la défense, le visage enfoui dans ses mains. Je n'éprouvais aucune sympathie pour lui. Il avait choisi de soutenir une tentative de meurtre plutôt que sa propre petite-fille. Le témoignage de Nathalie fut émouvant et accablant. Elle a décrit les commentaires de ma mère ce matin-là, sur le fait que les bébés pleuraient trop de nos jours, et que les parents ne savaient pas comment gérer ça correctement. Elle a admis être restée aux toilettes plus longtemps que prévu initialement, distraite par son téléphone. Et quand elle est revenue, ma mère se tenait au-dessus du corps inerte d'Emma, avec l'oreiller sur le canapé à côté d'elle. « Qu'est-ce que votre mère a dit quand vous êtes entré dans la pièce ?» a demandé la procureure Park. La voix de Nathalie tremblait. Elle a dit, elle n'arrêtait pas de pleurer. J'avais juste besoin qu'elle arrête de pleurer. Puis elle a commencé à hurler qu'Emma était morte et de appeler le 911. A-t-elle tenté de pratiquer la RCR ou de porter secours? Non, elle est juste restée là. C'est moi qui ai commencé la RCR jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Le contre-interrogatoire de Webb a tenté de dépeindre Nathalie comme un témoin peu fiable, qui mentait pour se protéger de toute culpabilité. N'est-il pas vrai que vous étiez responsable de surveiller le bébé pendant que votre mère se reposait? N'est-il pas possible que vous vous soyez endormie ou que vous ayez été négligente, et que vous blâmiez maintenant votre mère pour éviter toute responsabilité? Nathalie l'a regardé droit dans les yeux. Je sais ce que j'ai vu. Ma mère avait cet oreiller dans les mains quand je suis entré dans la pièce. Elle le tenait quand j'ai tourné le coin, avant de le laisser tomber sur le canapé. Je l'ai vu. C'était une information nouvelle. Nathalie n'avait jamais mentionné avoir vu ma mère tenir réellement l'oreiller. Park l'avait clairement préparé à révéler ce détail au procès pour un impact maximal. Webb a paru momentanément stupéfait avant de se reprendre. Mon tour de témoigner est arrivé le 4e jour. Park m'a fait revivre les événements de cette journée, déposer Emma, l'encouragement de ma mère à prendre notre temps pour les courses, l'appel téléphonique 10 minutes plus tard, la scène que j'ai trouvée en arrivant à la maison. Décrivez le comportement de votre mère lorsque vous êtes entré dans la maison, a demandé Park. Au début, elle hurlait, disant qu'Emma était morte. Mais quand je me suis approché d'Emma et que je l'ai prise dans mes bras, ma mère est devenue très calme. Elle a dit, elle n'arrêtait pas de pleurer, d'une voix neutre, comme si elle expliquait pourquoi elle avait jeté des restes. Le souvenir me retournait l'estomac. Il n'y avait aucun remords dans son ton, juste de l'irritation. Le contre-interrogatoire de Webb fut brutal. Il a suggéré que j'étais une mère surprotectrice qui avait exagéré un accident tragique. Il a insinué que ma relation avec ma mère était tendue avant l'incident et que j'utilisais cela comme une occasion de la punir. Il a même suggéré qu'Emma aurait pu cesser de respirer en raison d'une condition médicale non diagnostiquée et que ma mère avait paniqué. N'est-il pas vrai que vous et votre mère n'étiez pas d'accord sur les styles parentaux, a demandé Webb. Nous avions parfois des opinions différentes, oui. Et n'est-il pas vrai que vous avez limité son accès à Emma dans les semaines précédant cet incident à cause de ces désaccords? Ce n'est pas vrai. Nous la voyons régulièrement. Mais vous n'autorisiez pas les visites de nuit, n'est-ce pas?
Emma n'avait que 4 mois. Nous ne faisions de nuitée avec personne. Webb a insisté, essayant de me dépeindre comme vengeresse et contrôlante. Park a objecté à plusieurs reprises, et le juge a maintenu la plupart des objections, mais le mal était fait. Webb avait semé le doute sur mes motivations. La défense était faible. Webb a appelé des témoins de moralité qui ont témoigné de la mère et grand-mère merveilleuse qu'avait été Diane. Des voisins l'ont décrite comme gentille et serviable. Ses anciens collègues de la bibliothèque où elle avait travaillé ont loué sa patience avec les enfants. Tout cela était conçu pour faire croire au jury qu'elle était incapable de violence. Puis Webb a appelé le docteur Patricia Simmons, une psychologue engagée par la défense, qui a témoigné que ma mère souffrait d'épuisement professionnel de l'aidant et avait connu un épisode dissociatif. Madame Crawford n'a aucun souvenir de l'incident lui-même, a affirmé le docteur Simmons. C'est compatible avec un état dissociatif provoqué par un stress extrême. Park a démoli ce témoignage en contre-interrogatoire. Docteur Simmons, avez-vous examiné l'historique de recherche Internet de l'accusé avant de former votre opinion? J'en étais consciente, oui. Comment quelqu'un en état dissociatif peut-il effectuer des recherches Internet détaillées sur la mortalité infantile? Le docteur Simmons a cherché une réponse. Les recherches auraient pu être faites à une autre période, où elle n'était pas dissociée. Donc, elle était assez cohérente pour rechercher comment tuer un nourrisson, mais elle s'est ensuite dissociée au moment où elle l'a réellement fait. Est-ce votre opinion professionnelle? Le jury semblait sceptique. La stratégie de Webb s'effondrait. Ma mère a témoigné pour sa propre défense, contre l'avis de Webb, comme je l'ai appris plus tard. Elle a pris la barre vêtue d'une robe sobre et d'un maquillage minimal, jouant le rôle d'une grand-mère confuse. Elle a affirmé ne pas se souvenir de ce qui s'était passé, seulement qu'Emma pleurait, qu'elle essayait de la calmer, et que soudainement, Emma ne respirait plus. Je ne ferai jamais de mal à ma petite fille, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Je l'aime. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est tout flou. Le contre-interrogatoire de Park fut précis et sans pitié. Madame Crawford, vous avez témoigné ne pas vous souvenir de ce qui s'est passé, mais vous vous souvenez avoir dit aux ambulanciers qu'Emma n'arrêtait pas de pleurer, n'est-ce pas? J'ai peut-être dit ça. J'étais sous le choc. Vous avez aussi dit à votre fille, je cite, elle n'arrêtait pas de pleurer, alors et puis vous vous êtes interrompu. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? Ma mère a hésité. Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas avoir admis avoir fait quelque chose pour qu'Emma arrête de pleurer? Je n'ai rien admis. J'essayais de l'aider. Park a affiché l'historique de recherche sur l'écran de la salle d'audience. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez cherché combien de temps un bébé peut-il survivre sans oxygène 4 jours avant cet incident? Je ne me souviens pas d'avoir cherché ça. La recherche provient de votre ordinateur, en utilisant votre compte, à un moment où vous étiez seul à la maison. Qui d'autre aurait pu faire cette recherche? Le sang-froid de ma mère s'est fissuré. J'étais juste curieuse. J'ai vu quelque chose aux nouvelles sur le SMSN et je voulais en savoir plus. Vous étiez curieuse de savoir combien de temps un bébé pouvait survivre sans oxygène. Pourquoi cette information serait-elle pertinente pour en apprendre sur le SMSN? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai cherché ça. Park a laissé les incohérences planer dans l'air. La mémoire de ma mère était commodément absente pour les détails incriminants, mais parfaitement claire pour tout le reste. Le jury a vu clair dans son jeu. Les plaidoiries finales furent puissantes des deux côtés. Webb a dépeint ma mère comme une figure tragique qui a eu une crise de santé mentale et méritait la compassion, pas la prison. C'est une femme qui a consacré sa vie à sa famille, qui n'a jamais eu ne serait-ce qu'une amende pour excès de vitesse, qui aimait sa petite fille. Ce qui s'est passé était un terrible accident, aggravé par la panique, pas une tentative de meurtre. La plaidoirie de Park fut dévastatrice. Les preuves montrent une femme qui a cherché comment tuer un nourrisson et faire en sorte que cela paraisse naturel. Une femme qui a attendu d'être seule avec sa petite fille, qui a délibérément restreint la respiration de ce bébé jusqu'à ce qu'il devienne bleu, et qui n'a ressenti aucun remords pour ses actes. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une crise de santé mentale. C'était une tentative de meurtre, et la seule raison pour laquelle Emma Crawford Spencer est en vie aujourd'hui, c'est parce que sa tante est entrée dans la pièce quelques minutes avant qu'il ne soit trop tard. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Tyler et moi avons attendu dans une salle des services aux victimes, faisant les 100 pas, priant,
et essayant de ne pas imaginer ce que nous ferions s'il revenait avec un acquittement. Emma était de nouveau avec les parents de Tyler, inconsciente du fait que le sort de sa grand-mère était en train d'être décidé. Quand l'huissier nous a rappelés dans la salle d'audience, mon cœur battait si fort que j'entendais à peine. Le jury est entré, leur visage soigneusement neutre. La présidente du jury, une femme d'âge moyen qui travaillait comme comptable, a remis le formulaire de verdict à l'huissier. Pour le chef d'accusation de tentative de meurtre au premier degré, nous déclarons l'accusé coupable. La salle d'audience a explosé. Mon père a poussé un cri semblable à celui d'un animal blessé. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, en sanglotant. Webb a immédiatement demandé l'annulation du procès, ce que le juge a refusé. J'ai saisi la main de Tyler et l'ai serrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, des larmes coulant sur mon visage. Pour le chef d'accusation de mise en danger d'enfant au premier degré, nous déclarons l'accusé coupable. Justice. Enfin, justice pour Emma. Le prononcé de la peine a été fixé 6 semaines plus tard. L'enquête présidentielle recommandait la peine maximale, 25 ans à la perpétuité. La procureure Park a déposé une déclaration d'impact de la victime en notre nom, détaillant le traumatisme continu qu'Emma devrait affronter en grandissant et en apprenant ce que sa grand-mère lui avait fait. Lors du prononcé de la peine, le juge m'a permis de parler. Je me suis tenu au pupitre avec ma déclaration préparée, mais quand j'ai regardé ma mère assise à la table de la défense, les mots que j'avais écrits me semblaient inadéquats. Tu étais censé la protéger, ai-je dit, ma voix se brisant. C'est ce que font les grands-mères. Elles aiment et protègent leurs petits-enfants. Au lieu de ça, tu as essayé de tuer ma fille parce qu'elle pleurait. Un bébé de 4 mois, complètement sans défense et dépendant, et tu as décidé que sa vie valait moins que ton confort. Ma mère pleurait, mais je ne ressentais rien pour ses larmes. Elle avait eu de nombreuses occasions de montrer des remords, de prendre ses responsabilités. Au lieu de cela, elle avait menti, manipulé et joué la victime. Emma grandira en sachant que sa grand-mère a tenté de l'assassiner. Elle portera ce traumatisme pour toujours. Notre famille est détruite à cause de ce que tu as fait. Alors, j'espère que tu passeras chaque jour de ta peine de prison à penser au moment où tu as tenu cet oreiller sur son visage et décidé de lui ôter la vie. J'espère que cela te hantera comme ça me hante. Le juge l'a condamnée à 25 ans à la perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Elle aurait 83 ans avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. En pratique, une peine à vie. Mon père s'est levé et m'a pointé du doigt à travers la salle d'audience. C'est toi qui as fait ça. Tu as détruit ta mère. J'espère que tu es heureuse. Les huissiers l'ont escorté dehors alors qu'il continuait de crier. Je ne ressentais que du vide. J'avais perdu mes 2 parents ce jour-là, l'un en prison, l'autre à cause de sa propre incapacité à accepter la réalité. Les suites du procès ont été compliquées. Nathalie et moi avons essayé de maintenir une relation, mais le poids de ce qui s'était passé rendait chaque interaction douloureuse. Elle a déménagé en Californie 6 mois plus tard pour une opportunité d'emploi, et nous avons progressivement perdu contact. Je ne la blâme plus, mais je ne peux pas non plus oublier qu'elle était dans la maison quand c'est arrivé. Ce que personne ne vous dit sur le traumatisme, c'est comment il s'infiltre dans tous les aspects de votre vie de manière inattendue. Pendant des mois après la condamnation, je ne pouvais pas entrer dans un magasin sans avoir des crises de panique. L'épicerie où Tyler et moi faisions nos courses ce jour-là est devenue complètement interdite. J'ai essayé une fois, environ 2 mois après la fin du procès, et j'ai fait exactement 4 pas à l'intérieur avant que ma vision ne se rétrécisse et que ma poitrine ne se serre. Un employé bienveillant m'a aidé à sortir et s'est assis avec moi pendant que j'hyperventilais sur le trottoir. Tyler a suggéré une thérapie, et j'ai d'abord résisté. Je ne voulais plus en parler. Le procès m'avait obligé à revivre cette journée des dizaines de fois pour la police, les procureurs, et finalement une salle d'audience remplie d'étrangers. L'idée de revivre cela avec un thérapeute me semblait impossible. Mais en regardant Emma jouer un après-midi, la voyant empiler des blocs avec ses mains potelées de bambins, j'ai réalisé que je ne pouvais pas être la mère qu'elle méritait en portant ce fardeau seule. Le docteur Jennifer Torres était spécialisée dans le traumatisme et la violence familiale. Son bureau était chaleureux et confortable, décoré de couleurs douces et de plantes qui semblaient en bonne santé. Lors de notre première séance, elle ne m'a pas poussé à parler de l'incident immédiatement. Au lieu de cela, elle m'a posé des questions sur Emma, sur ma relation avec Tyler, sur ce à quoi ressemblait ma vie avant que tout ne s'effondre. Parlez-moi de votre mère avant que cela n'arrive,
a dit le docteur Torres lors de notre 3e séance. Comment était votre relation? J'ai dû y réfléchir. Le monstre qui avait tenté de tuer Emma avait éclipsé tous les souvenirs de la femme qui m'avait élevé. Elle était contrôlante, ai-je finalement dit. Je ne l'avais jamais vraiment vue jusqu'à maintenant. Elle avait toujours eu des opinions sur la façon dont je devais m'habiller, avec qui je devais sortir, quelle carrière je devais poursuivre. Quand Tyler et moi nous sommes fiancés, elle a essayé de planifier tout notre mariage sans nous demander ce que nous voulions. Je pensais que c'était juste sa façon d'être impliquée et attentionnée, vous savez. Maintenant, je vois que c'était une question de contrôle. Le docteur Torres a hoché la tête. Le trouble de la personnalité narcissique se manifeste souvent par un contrôle excessif et une incapacité à gérer les situations où ce contrôle est remis en question. Votre mère a probablement vu les pleurs d'Emma à la fois comme un défi à son autorité en tant que gardienne et comme un reflet de sa compétence. Alors, elle a essayé de la tuer. Les mots semblaient encore surréalistes à dire à voix haute. Elle a fait le choix de faire du mal à un nourrisson plutôt que d'admettre qu'elle ne pouvait pas gérer la situation. Cela nous dit tout sur ses priorités. Le docteur Torres s'est légèrement penché en avant. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Cela n'a jamais été à propos d'Emma. C'était à propos de l'ego de votre mère. Emma a juste eu la malchance d'être vulnérable lorsque le besoin de contrôle de votre mère a atteint un point de rupture. Ce changement de perspective m'a aidé, mais il m'a aussi rendu plus en colère. Ma fille avait failli mourir, non pas à cause de quelque chose qu'elle avait fait, mais parce que ma mère ne pouvait pas tolérer de se sentir incompétente. Le caractère aléatoire de la chose était presque pire que s'il y avait eu une logique tordue. Les séances de thérapie sont devenues une bouée de sauvetage. Le docteur Torres m'a appris des mécanismes d'adaptation pour les crises de panique et les pensées intrusives. Elle m'a aidé à gérer la culpabilité d'avoir fait confiance à ma mère en premier lieu. Plus important encore, elle a validé ma décision de couper les ponts avec les membres de la famille qui avaient défendu les actions de ma mère. Vous ne devez le pardon à personne, m'a-t-elle dit fermement lors d'une séance. Le pardon est pour vous, si et quand vous serez prête. Ce n'est pas quelque chose que vous donnez pour que les autres se sentent à l'aise. Le frère de mon père, oncle Pete, s'est présenté à notre appartement sans prévenir, environ 4 mois après la condamnation. Tyler a ouvert la porte pendant que je donnais le déjeuner à Emma. J'ai entendu sa voix et j'ai senti tout mon corps se raidir. Je veux juste lui parler, disait oncle Pete. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Elle ne veut pas te voir, a répondu Tyler, la voix dure. Tu dois partir. Cette famille est en train de s'effondrer. Quelqu'un doit être l'adulte ici et commencer à guérir cette rupture. Je me suis approché de la porte avec Emma sur la hanche. Le visage d'oncle Pete s'est illuminé quand il a vu sa petite nièce. La voilà. Regarde comme elle a grandi. Emma, tu te souviens d'oncle Pete? Dégage de ma propriété, ai-je dit froidement. Tout de suite. Ma chérie, je sais que tu souffres. Mais ta mère a fait une erreur. Elle souffre dans cet endroit. La famille doit se rassembler, ma mère a tenté d'assassiner ma fille. Ce n'était pas une erreur. C'était une tentative de meurtre, c'est pourquoi elle a été reconnue coupable de tentative de meurtre. Maintenant, fous le camp d'ici avant que j'appelle la police. L'expression d'oncle Pete s'est durcie. Tu es devenu une personne cruelle. Ta mère t'a mieux élevé que ce comportement vengeur. Quelque chose a craqué en moi. Ma mère m'a élevé pour être une proie. Elle m'a élevé pour ignorer mes instincts et faire confiance à la famille quoi qu'il arrive. Elle m'a élevé pour donner la priorité au maintien de la paix plutôt qu'à ma propre protection. Eh bien, j'en ai fini avec ça. Emma n'apprendra jamais ses leçons. Elle apprendra que la famille qui vous fait du mal ne mérite pas le pardon et que se protéger n'est jamais une erreur. Je lui ai claqué la porte au nez. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir Emma. Tyler l'a prise de mes bras et nous a tenues toutes les deux pendant que je pleurais des larmes de rage sur son épaule. Cet incident nous a incités à obtenir une ordonnance restrictive contre mon père et tout membre de la famille qui pourrait se présenter sans prévenir. Le processus a été plus facile que prévu, compte tenu des circonstances. Le juge l'a accordé immédiatement après avoir examiné les transcriptions du procès. Mon père avait légalement l'interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de Tyler ou d'Emma. Il l'a violée 2 fois. La première fois, il attendait devant le cabinet du pédiatre d'Emma.
Un policier qui se trouvait là pour amener sa propre fille à un contrôle a reconnu mon père grâce à la couverture médiatique et l'a arrêté sur le champ. Mon père a passé 3 jours en prison pour outrage au tribunal. La deuxième violation s'est produite dans un parc 6 mois plus tard. Il a gardé ses distances, mais a délibérément établi un contact visuel avec moi pendant qu'Emma jouait sur les balançoires. J'ai appelé le 911 immédiatement. Cette violation lui a valu 30 jours de prison et un avertissement sévère du juge que la prochaine violation entraînerait des poursuites pour harcèlement criminel. Après cette deuxième arrestation, mon père a finalement semblé comprendre que j'étais sérieuse. Les violations ont cessé, bien que les cartes d'anniversaire pour Emma aient continué d'arriver, comme une horloge. Chacune finissait dans la cheminée, sans être lue. Le travail est devenu compliqué aussi. J'avais pris un congé pendant le procès, et mon employeur avait été compréhensif au début, mais après 6 mois, il est devenu clair que je ne pouvais pas retourner dans un environnement de bureau. L'idée de laisser Emma à des gardiennes, même des professionnels agréés et vérifiés, me plongeait dans une anxiété spirale. Tyler et moi avons pris la difficile décision que je devienne mère au foyer, au moins jusqu'à ce qu'Emma soit plus âgée et que je me sente plus stable. La pression financière était importante. Nous étions un ménage à 2 revenus, et le salaire de Tyler en tant qu'ingénieur mécanique était bon, mais pas suffisant pour maintenir notre ancien style de vie. Nous avons déménagé de notre appartement de 2 chambres à un plus petit d'une chambre, Emma dormant dans un coin de notre chambre. Nous avons réduit les dépenses partout où nous le pouvions. Les soirées en amoureux ont disparu. Les nouveaux vêtements sont devenus des luxes rares. Tyler faisait des heures supplémentaires chaque fois que possible. Le stress financier a ajouté de la tension à notre mariage. Nous avions toujours été une équipe solide, mais la combinaison du traumatisme, de la pression financière et de la vigilance constante pour protéger Emma nous a usés tous les deux. Nous nous disputions pour des broutilles. Tyler en voulait de rentrer épuisé de ses heures supplémentaires pour me trouver émotionnellement vidé par une journée de pensées intrusives et d'hypervigilance. Je lui en voulais de pouvoir quitter la maison et se concentrer sur son travail pendant que j'étais piégé dans l'appartement avec mon anxiété. Nous avons suivi une thérapie de couple sur la recommandation du Dr Torres. Notre thérapeute, Mark Davison, était spécialisé dans les couples se remettant d'un traumatisme. Il nous a aidés à comprendre que nous faisions tous les deux le deuil de pertes différentes et que nous traitions le traumatisme de manière différente. Tyler avait perdu la vie sûre et prévisible que nous avions construite ensemble. J'avais perdu toute ma famille d'origine en une seule journée. Nous avions tous les deux peur pour l'avenir d'Emma et notre propre capacité à la protéger. Vous ne vous battez pas l'un contre l'autre, nous a dit Mark lors d'une séance particulièrement crue où nous avions tous les deux pleuré. Vous vous battez contre la situation dans laquelle vous avez été placés. Ne perdez pas de vue que vous êtes dans la même équipe. Ces séances ont sauvé notre mariage. Nous avons appris à mieux communiquer, à demander ce dont nous avions besoin au lieu d'attendre que l'autre lise dans nos pensées. Tyler a commencé à emmener Emma pour des sorties père-fille tous les samedis matins pour que je puisse avoir une pause. J'ai commencé à être honnête quand je passais une mauvaise journée au lieu de faire semblant d'aller bien. Lentement, nous avons retrouvé notre chemin pour redevenir des partenaires au lieu de colocataires partageant un traumatisme. Le système de justice pénale n'en avait pas fini avec nous non plus. L'avocat de la défense de ma mère a fait appel, invoquant une faute du jury et une assistance inefficace de l'avocat. Pendant 8 mois, nous avons vécu dans l'incertitude, nous demandant si elle pourrait obtenir un nouveau procès. La procureure Park nous a tenus informés tout au long du processus, mais l'incertitude était angoissante. Les appels sont standards dans des cas comme celui-ci, a expliqué Park lors d'un de nos appels de suivi. Les arguments sont faibles. Le jury a été correctement instruit, et la défense de Webb était en fait assez compétente compte tenu de ce avec quoi il devait travailler. Je suis convaincu que la condamnation sera maintenue. Elle avait raison. La cour d'appel a rejeté l'appel à l'unanimité, déclarant que les preuves de culpabilité étaient accablantes et que le procès avait été mené correctement. La lecture de cette décision a provoqué une vague de soulagement si intense que j'en ai eu des vertiges. C'était vraiment fini. Ma mère resterait en prison. L'attention des médias, qui s'était calmée après la condamnation, a brièvement repris lorsque l'appel a été rejeté. Des journalistes ont appelé pour demander des interviews sur ce que cela faisait de voir la condamnation maintenue. Je les ai toutes refusées. J'en avais fini d'être un personnage public dans cette tragédie. Emma méritait l'intimité, et nous aussi. Mon père a vendu la maison et a déménagé en Arizona pour vivre près de son frère. Il envoie des cartes d'anniversaire à Emma chaque année, mais elles vont directement à la poubelle,
sans être ouverte. Il a fait son choix de soutenir une tentative de meurtre, et j'ai fait le mien de protéger ma fille. Emma a 3 ans maintenant, au moment où j'écris ces lignes. C'est une enfant brillante et heureuse, sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Elle a quelques bilans de développement avec des spécialistes pour surveiller d'éventuels effets à long terme de la privation d'oxygène, mais jusqu'à présent, elle est parfaite. Elle adore les dinosaures, jouer dans le parc et réclamer une histoire de plus avant de dormir. Parfois, je la regarde dormir paisiblement et je pense à quel point nous avons failli la perdre. 45 secondes de pression sur un oreiller. C'est tout ce qu'il a fallu pour presque mettre fin à sa vie. Si Nathalie avait été aux toilettes 1 minute de plus, si j'avais conduit plus lentement sur le chemin du retour, si les ambulanciers étaient arrivés 30 secondes plus tard, Emma ne serait plus là. J'en fais encore des cauchemars. Je me réveille en sursaut, le souffle court, convaincu d'entendre ses pleurs, courant vers sa chambre pour m'assurer qu'elle respire. Tyler dit que l'hypervigilance s'estompera avec le temps, mais je ne pense pas qu'elle disparaîtra jamais complètement. Comment surmonter le fait de savoir que quelqu'un à qui vous avez confié la vie de votre enfant a essayé de la lui prendre? Les gens me demandent parfois si je me sens coupable d'avoir envoyé ma mère en prison. La réponse est simple. Non, pas même un peu. Elle a fait le choix de faire du mal à ma fille, et elle doit vivre avec les conséquences. Si je pouvais revenir en arrière et changer une chose, ce ne serait pas de porter plainte ou de témoigner. Ce serait de ne jamais avoir laissé Emma seule avec elle en premier lieu. Ma mère écrit des lettres de prison que je ne lis jamais. Le système pénitentiaire exige qu'elles soient envoyées via un programme de notification des victimes, donc je sais quand elles arrivent, mais je les brûle immédiatement. Je me fiche de savoir si elle est désolée maintenant. Je me fiche de savoir si elle a trouvé la religion, la thérapie ou l'illumination derrière les barreaux. Elle a tenté d'assassiner mon bébé, et aucune excuse ne changera cela. Nous avons déménagé dans un autre état l'année dernière, en partie pour le travail de Tyler, mais surtout pour nous éloigner des souvenirs. Emma a commencé l'école maternelle et se fait des amis. Elle demande parfois pourquoi elle n'a qu'une seule paire de grands-parents alors que ses amis en ont 2. Je lui dis que certaines familles sont différentes et que nous avons la chance d'avoir mamie Brenda et papy Jim qui l'aiment tant. Un jour, quand elle sera plus grande, je devrais lui dire la vérité. Je redoute cette conversation. L'histoire a fait la une des journaux nationaux pendant le procès, et tous les quelques mois, quelqu'un me reconnaît grâce à la couverture médiatique. Ils offrent généralement leur sympathie ou partagent leurs propres histoires de trahison par des membres de leur famille. Une femme m'a dit que sa sœur avait essayé de l'empoisonner, et elle comprenait la douleur unique d'être blessée par quelqu'un qui était censé vous aimer. Ces conversations sont épuisantes, mais elles me rappellent que je ne suis pas seul à survivre à la violence familiale. Tyler et moi essayons d'avoir un autre bébé maintenant. Cela me terrifie plus que je ne peux l'exprimer. L'idée de revivre la grossesse et la petite enfance, avec toute la vulnérabilité que cela implique, fait monter mon anxiété en flèche. Mais Emma ne devrait pas être une enfant unique à cause de ce que ma mère a fait. Nous ne lui donnerons pas ce pouvoir sur l'avenir de notre famille. J'ai appris quelques dures vérités à travers cette expérience. Le lien du sang ne garantit ni l'amour ni la sécurité. Les grands-parents ne sont pas automatiquement des gardiens sûrs. Faire confiance à son instinct est plus important que de maintenir la paix. Et parfois, le bon choix est le plus difficile que vous aurez jamais à faire. Ce que j'ai fait ensuite, comme le suggère le titre racoleur, était simple mais absolu. J'ai coupé les ponts avec tous les membres de la famille qui ont soutenu les actions de ma mère ou minimisé ce qu'elle a fait. J'ai construit une nouvelle vie, loin des gens qui ont donné la priorité à leur confort plutôt qu'à la sécurité de ma fille. J'ai témoigné de manière véridique et complète, sachant que cela enverrait ma mère en prison pour le reste de sa vie. Certaines personnes pensent que je suis allé trop loin. Elles disent que le pardon familial est important, que garder rancune ne fait que vous blesser, que ma mère est une vieille femme qui a fait une erreur. Ces gens-là peuvent respectueusement aller en enfer. On ne pardonne pas une tentative de meurtre. On ne se réconcilie pas avec quelqu'un qui a tenu un oreiller sur le visage de votre nourrisson. Vous protégez votre enfant et vous-même, et vous avancez avec les personnes qui prouvent qu'elles méritent votre confiance. Emma est vivante, heureuse et en sécurité. Ma mère est en prison, là où est sa place. Mon père a choisi son camp et a perdu sa fille et sa petite-fille. Nathalie vit sa vie en Californie avec un contact minimal. Et moi, je suis ici, 3 ans plus tard, toujours en train de traiter le traumatisme, mais reconnaissante chaque jour d'avoir pu garder ma fille. C'est ça, ce que j'ai fait ensuite.
J'ai choisi Emma, avant tout le monde et tout le reste. Et je le ferai toujours.